Donc moi je suis Valérie Morceau et je représente l'association des causes à défendre. Anciennement association Châtellerault l'Insoumise, et nous œuvrons depuis 7 ans en faveur de la défense des services publics, de la justice sociale et pour une économie respectueuse de nos milieux naturels. Depuis 5 ans maintenant, nous organisons une fête des causes à défendre chaque année et nous y traitons de sujets touchant nos biens communs qui sont menacés par le capitalisme dévorant et par le productivisme. Après avoir traité de l'eau l'année dernière et de toutes les pollutions de l'eau, cette année, l'agriculture est au centre de notre attention. C'est un sujet dense et complexe, puisqu'il recouvre de multiples domaines. Le revenu des paysans, qui en est un, l'agro-industrie, qui utilise tous les produits phytosanitaires, autrement appelés herbicides, fongicides, pesticides. Et ce sujet recouvre aussi l'agriculture bio, ses difficultés de développement, la malbouffe, ou comment permettre à chacun d'avoir accès à une alimentation de qualité, saine et accessible à tous. 2 autres associations se sont jointes à nous pour porter cette fête aujourd'hui. Nous voulons des coquelicots, avec Jacques qui viendra présenter les coquelicots, et Aspect, avec Valentin qui viendra en parler. Ils permettront les échanges. Je voulais dire aussi qu'Aspect se mobilise pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Coussay-les-Bois. 2 ciné-débats auront lieu aujourd'hui. Le premier, dans quelques instants, qui traite de la FNSEA comme l'histoire d'un syndicat qui a sacrifié l'agriculture. Et un deuxième débat après un entracte, où va l'agriculture, en présence de M. Puyot, réalisateur de ce petit film. Les débats se dérouleront en présence de 2 invités spécialistes de ces questions. Ils permettront les échanges qui feront appel à la réflexion de toutes et tous ici présents. Donc à 2 reprises, on fera une pause récréative et où il y aura une buvette qui est au fond de la salle, là-bas, avec des petits gâteaux, du café, de la bière, tout un tas de boissons différentes. Et si vous souhaitez nous soutenir cette journée, puisque l'entrée est libre et gratuite, ben vous pouvez aller consommer au moment des pauses récréatives. Et pour certains, c'est déjà fait. Après le deuxième débat, on fera une deuxième pause récréative aussi. Et puis, en fin de journée, on aura un solo théâtral qui nous sera proposé par Jérôme Rousselet de la compagnie Pacapaz. Il vient de Mayenne, donc il a 2h30 de route à faire. Et enfin, cette journée ne serait pas tout à fait close sans un moment convivial et un moment de partage. Donc nous pourrons nous restaurer au cours d'un banquet populaire et qui est préparé par l'ensemble des membres des 3 associations présentes aujourd'hui. Voilà pour le programme de cette journée. On espère que vous y trouverez tous ce que vous êtes venus y chercher. Et là maintenant, je vais passer la parole à Jacques qui va nous présenter « Nous voulons des coquelicots ». Bonjour. Les coquelicots, donc c'est issu d'un mouvement national initié par Nicolino en 2018. Donc en 2019, on a créé l'association à Châtellerault. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une campagne J'ai des glyphosates dans mes urines. Donc il y a eu 49 citoyens de Châtelleraudais qui ont été testés. Et on a tous eu du glyphosate. Et moi j'en avais 3,03 mg par litre. On a aussi intervenu pas mal sur la problématique de l'eau, puisqu'on a fait 2 soirées sur l'eau, la qualité de l'eau que nous buvons, la qualité de l'eau tritium, puisque la centrale nucléaire de Chinon nous met du tritium dans l'eau. On a fait une soirée sur Sainte-Soline, on a fait pas mal de choses, on a participé aussi à Bassine Non Merci sur
les manifestations méga-bassines. On a participé aussi avec Aspect sur la défense contre la ferme-usine. Et on a aussi participé au convoi de l'eau qui a eu lieu depuis les Deux-Sèvres jusqu'à Orléans. Et actuellement, on est très content puisqu'on est passé d'une trentaine d'adhérents il y a 3 ans à peu près, et maintenant on dépasse les 90 adhérents. Donc on peut être très content. Et on remercie aussi les causes à défendre de pouvoir être là et de leur filer un petit coup de main. Ce que l'on fait aussi, c'est on participe dans le cadre du PAT, donc c'est le plan alimentaire territorial, à des réunions. On a été un peu déçus parce qu'on avait proposé, nous, l'ordonnance verte. Alors je rappelle que l'ordonnance verte, c'est la fourniture de paniers de bio aux femmes enceintes. C'est pour lutter contre les perturbateurs endocriniens. On avait travaillé avec les services de la ville. Et puis apparemment, ça a déplu. Et mes interlocutrices ont été sommées d'arrêter toute collaboration avec les coquelicots. Et depuis, on a été recontactés dans le cadre du PAT et on a commencé à travailler sur la sécurité sociale alimentaire qui, sur Châtellerault, serait plutôt limitée aux populations bénéficiaires de l'épicerie sociale. Et on a été aussi sollicité avec le CILAB, on devrait travailler pour l'année prochaine sur le SSA, mais plus généralisé à l'ensemble des populations. On a été aussi sollicité cette année par le lycée Jean Massé. On est intervenu sur des classes de 6e dans le cadre de la thématique de l'eau. Donc l'influence de l'eau, des pesticides sur le cycle de l'eau. On devrait faire une seconde intervention sur Georges Sand, qui devrait peut-être se faire cette année ou début de l'année prochaine. Voilà un petit peu rapidement nos actions. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je représente l'association Aspect. Je suis l'un des 3 coprésidents de l'association, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, l'association Aspect, c'est l'association de sauvegarde et de protection de Coussay-les-Bois et de sa région thermale. La région thermale, selon nous, on la considère comme étant en fait de Châtellerault jusqu'à La Roche-Posay. Donc assez large finalement cette région. C'est là qu'on essaye d'agir en faveur de l'environnement à travers des grands principes qui sont le travail avec les communes, entre autres. Depuis des années, et vous le savez, on se bat contre une usine d'engraissement de taurillon à Coussay-les-Bois qui, sous prétexte de panneaux solaires, serait favorable à l'environnement. En tout cas, c'est ce que le porteur de projet nous dit. Nous, on se porte contre ces affirmations parce qu'en fait, oui, il y a des panneaux solaires qui produisent de l'énergie sur ces 3 énormes bâtiments qui ont artificialisé une zone qui est une zone humide, qui est une zone SNIEF, donc ça veut dire une zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique. Donc ça veut dire qu'il y a eu des inventaires de faits par des spécialistes de la faune et de la flore qui nous ont dit que c'est des zones à protéger, c'est des zones avec des espèces en particulier à protéger. Et en fait, ces zones-là ont été détruites, en plus d'être tout simplement une zone humide qui permet en fait d'absorber toute l'eau qui tomberait en hiver et de la restituer en été. Tout en hébergeant une faune et une flore exceptionnelles, les zones humides. Moi, c'est mon grand combat et c'est le grand combat de l'association Aspect. À l'heure actuelle, la ferme-usine, elle est construite, elle est exploitée en cours d'exploitation, mais elle a déjà eu 2 contrôles des services de l'État. Un contrôle négatif sur le maintien des bovins sur site. Déjà, ils se sont échappés une journée. Un millier de bovins qui s'échappent, je vous laisse imaginer les conséquences pour les voisins, pour les milieux naturels et la difficulté de les remettre dans leur zone. Ensuite, ils ont été aussi alpagués, on va dire, par les services de l'État sur les conditions sanitaires du site et ensuite par une autre inspection sur les déjections en fait, de ces animaux, du fumier, etc., qui s'écoulent dans les fossés autour, qui s'écoulent dans le milieu naturel et qui polluent. Donc déjà, on est à 1 an d'exploitation à peu près désormais. On a déjà 2 contrôles négatifs des services de l'État. Ça, c'est un peu ce qu'on disait à Aspect depuis des années. Le projet date de 2015. Donc voilà, je ne serai pas plus long. Si vous avez des questions, vous pouvez venir vers moi. Mais c'est aussi notre raison de notre présence ici. Et c'est aussi parce qu'on fait des actions positives en faveur de l'environnement
On pourra vous en parler. Il y a une plantation de haies qui est prévue. Quelle date déjà ? 13 décembre. On a aussi des discussions avec Grand Châtellerault et avec la commune de Coussé sur la création d'une mare. Et donc il y a des actions positives à mener. Donc on est sur les deux fronts. Le front de la contestation face à des projets délétères pour l'environnement et le front de la positivité, d'aller vers l'autre, de faire ensemble, de faire avec l'association des fêtes des causes à défendre, de faire avec les coquelicots et avec tous ceux qui sont de bon augure et qui veulent travailler ensemble. Bravo. Voilà. Bravo. C'est impressionnant, vous êtes nombreux. Merci, merci à tous d'être là. Donc moi je suis Madeleine Guettet, je suis adhérente de l'association Les Causes à Défendre et je suis chargée de présenter Jean-Claude Balbot. Donc Jean-Claude Balbot est paysan retraité. Il a exercé son métier pendant 40 ans en Bretagne. Pendant tout ce temps, il est adhérent au syndicat de la Confédération paysanne et il œuvre au sein d'un CIVAM. Alors, les CIVAM, ce sont des centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Les CIVAM sont des regroupements d'agriculteurs et de ruraux qui travaillent ensemble à la transition agroécologique pour des campagnes vivantes. Sur sa ferme, donc Jean-Claude Balbot, sur sa ferme, il a pu mettre en place l'agriculture biologique, les circuits courts pour la vente de ses produits. Il a côtoyé les consommateurs d'AMAP et d'autres magasins de producteurs. C'est au cours de ces rencontres qu'il a pris conscience que l'alimentation de qualité, c'est-à-dire produits frais, sans pesticides et non transformés, est réservée aux personnes des classes moyennes et supérieures et qu'elle n'atteint pas les classes dites populaires qui doivent se contenter de faire leurs courses dans les supermarchés pour une alimentation à bas coût. On constate qu'il y a actuellement 26 millions de Français qui sont insatisfaits de la nourriture qu'ils consomment. C'est beaucoup, hein ? Presque 40%. Cette alimentation à bas coût, issue du système agroalimentaire, provoque des conséquences graves sur la santé des gens. Mais elle provoque aussi des dégâts au niveau social, avec la destruction du monde paysan, et au niveau environnemental, avec des conséquences sur la destruction du monde vivant. Ce fonctionnement est le résultat de la politique agricole française et européenne, car c'est une politique de l'offre, ce qui voudrait nous faire croire que les personnes ont le choix. C'est la politique de la liberté individuelle et du capitalisme. Pour aller plus loin, Jean-Claude Balbot interroge l'aide alimentaire qui s'adresse aux personnes aux ressources très faibles et qui sont encore plus dépendantes de la nourriture de mauvaise qualité. Elles subissent la violence et le mépris du système et des nantis. En effet, l'agroalimentaire organise la production de surplus défiscalisés pour nourrir les pauvres. Face à ces constats, Jean-Claude Balbot nous dit qu'il n'y a pas de solution, mais des pistes et des horizons. J'ai bien aimé les horizons. Cependant, pour mieux comprendre les enjeux de ce système, nous aimerions à nouveau interroger plusieurs points. Pourquoi l'alimentation est un marqueur social? Qui décide des prix? Comment sont-ils fixés? Et comment en est-on arrivé à 7 millions de personnes bénéficiaires de l'aide alimentaire? Merci. Le deuxième intervenant est Pierre Bitoun, et il est sociologue et auteur d'ouvrages d'histoire, de sociologie et de sciences politiques. Il a travaillé à l'INRA, qu'il a quitté il y a 4 ans pour une raison de retraite, et il coanime depuis 2020 le blog en ligne qui paraît aussi sur papier une fois par trimestre, le blog L'Antivol. Il y fait état, là, dans ce blog, de mouvements sociaux et fait écho à des actions post-productivistes.
Je demanderai à Jean-Claude Balbo et à Pierre Bitoun, quand vous aurez vu le premier petit film, de venir sur la tribune. D'accord? À tout à l'heure. En 1973, le film de science-fiction Soleil Vert, Soylent Green en anglais, imagine un monde aux ressources naturelles épuisées, ravagé par la pollution, le réchauffement climatique, la pauvreté, et où une entreprise, Soleil Vert, se donne pour mission de nourrir l'humanité avec un produit aux origines douteuses. On est censé... Lui, c'est Pierre. Voilà. Oui. Et lui, c'est Jean-Claude. Tu as une question? J'aimerais savoir où s'arrête l'agriculture conventionnelle et où commence l'agriculture intensive. Ah, ah. Au moins pour se faire la voix, on peut essayer de te répondre, mais ça me paraît difficile. Ça va être difficile de... Le film me montre un peu. On passe insensiblement de l'un à l'autre et à un moment où les choses s'arrêtent et on regarde. Et on pose un bilan et du coup il y en a qui te disent voilà comment on peut appeler une chose, voilà comment appeler une autre. Mais à part peut-être... Vous n'entendez pas, mais là, moi je peux parler plus fort, mais c'est le micro qui est en cause. C'est pas les haut-parleurs, moi toujours, c'est pas moi. Je suis la cause de beaucoup de choses, mais pas de ça, en tant que paysan. Voilà, ça, vous entendez mieux? Ah ouais. Ok. Je disais que aujourd'hui, on est en train de dresser un bilan que, en tout cas moi, de toute ma carrière de paysan, je l'ai faite, et je pense que comme vous, on mène nos vies sans mettre des noms sur ce qu'on est en train de faire. Tous les matins, on se lève pas en se disant « hier, j'étais comme si, demain, je serais comme ça ». Donc il y a un fatalisme, mais il y a un courant de production de la nourriture qui fait qu'on ne s'arrête pas tous les jours pour dire celui-ci il est traditionnel, celui-ci il est alternatif, celui-ci il est intensif, etc. Et donc aujourd'hui on est dans une période de bilan, il y en a déjà eu d'autres, hein. Il y a eu d'autres qui ont considéré, on peut parler des années 70, Pisani quand il caractérisait le travail qu'il avait fait comme une erreur, comme la prolongation du travail qu'il avait fait comme une erreur. À la même époque, dans les syndicats paysans, Bernard Lambert posait le diagnostic très clair, très précis de l'industrialisation de l'agriculture et de la transformation des paysans en ouvriers de la chaîne, d'une chaîne. Avec même pas les prérogatives d'ailleurs de cet ouvrier-là. Opérateur d'une chaîne, voilà, c'est ce qu'il disait. Donc paysan dans la lutte des classes, ça date de 70, 70. Oh, ces constats-là sont posés depuis longtemps, et ils sont toujours d'actualité, bien sûr, comme vous l'avez vu. Moi, je ne suis pas en mesure d'aller beaucoup plus loin. Je sais, on peut dire, puisqu'il les caractérise physiquement, par exemple, on pourrait dire que l'agriculture dite traditionnelle, conventionnelle, apporte un peu plus d'attention au travail vivant, donc aux hommes et aux femmes présents, et à l'économie de ce travail vivant, que l'agriculture industrielle, mais là il faudrait peut-être qu'on y viendra tout à l'heure d'ailleurs, à caractériser ce que c'est que l'industrie d'ailleurs, que l'agriculture industrielle, parce qu'elle est industrielle, s'attache à développer le travail mort, la machine. Ça, c'est une des grandes caractéristiques, comme il me semble, de mon point de vue. Dire à quelle date les choses se sont passées, voilà, c'est entre 45... Alors, c'est pas l'erreur de ce film-là, qui par ailleurs est quand même très intéressant. L'erreur de ce film, c'est de placer le curseur à 45. Le curseur, il va être placé à 40. Pétain, contrairement à tout ce qu'on peut... Et les politiques de Pétain, d'ailleurs, c'est pas Pétain, contrairement à ce qu'on a la coutume de dire, ce sont des politiques agricoles industrielles qui sont mises en place pendant l'occupation allemande avec le soutien des Allemands qui avaient fort besoin de notre alimentation pour nourrir leur peuple. Et la politique industrielle date de 1940. Voilà, donc je peux vous dire, Pierre, tu compléteras un peu près ça. Oui, justement, j'allais faire cette remarque. Ah, c'est bon. Effectivement, le régime de Vichy, dans cette affaire, il joue un rôle essentiel et il prépare l'accélération de 1945.
Mais par exemple, la première loi sur le remembrement en France, elle est de 1941, sous le régime de Vichy. Les représentants de la FNSEA naissante en 1946, ce sont souvent des anciens syndics nommés par le régime de ce qu'on appelait la corporation paysanne, alors qu'il n'était pas un syndicat libre. Effectivement, il n'y avait pas la liberté syndicale, mais comme souvent, le transfert en quelque sorte du non démocratique vers ce qui était supposé être démocratique et frappé de la loi de la liberté syndicale, s'est fait avec des gens qui, dans certaines régions, étaient les mêmes. Je rajouterais que le Eugène Forget dont on parle dans ce film, c'est aussi le représentant des grands céréaliers, ce qui est un point absolument essentiel dans l'histoire de la FNSEA. Voilà. Et alors moi il y a une chose qui m'a un peu choqué dans le film, c'est que, sauf si je me trompe, mais rien n'est dit du plan Marshall. L'aide américaine, on ne sait pas ce que c'est. Il y a effectivement les lois, le début du nourrisson humanité, tout ce qui était les idéaux de la jeunesse agricole catholique avant la guerre et dans l'immédiate après-guerre, qui ont fait partie du productivisme, ou de la naissance du productivisme en France, mais agricole, mais il y a des relais et des éléments absolument essentiels qui se déroulent entre cette période d'immédiate après-guerre ou de Vichy et les lois d'orientation de 60-62 d'Edgar Pisani, qui ne sont jamais qu'une étape accélérant le phénomène de disparition des paysans au profit des chefs d'exploitation. Ça, c'est à peu près bien expliqué dans le film. Mais on a effectivement l'impression d'un processus qui est, sur lequel tout échappe en fait, et où il n'y a pas véritablement d'acteurs fondamentaux qui ont intérêt et qui font profit de cette disparition des mondes paysans, de cette acculturation, parce qu'il s'agit bien évidemment, ne me dira pas le contraire Philippe, d'une acculturation, d'une transformation totale de la culture, non seulement paysanne mais rurale, qui s'opère pendant toute cette période-là. Voilà, alors après, sur ta question précise, je pense qu'il faut, du coup, là, on est obligé de rentrer dans le détail, c'est-à-dire ce qui fait la différence entre le conventionnel et l'industriel. C'était ça, hein, c'est une question de taille, c'est une question de main-d'œuvre, c'est une question d'utilisation plus ou moins importante d'intrants chimiques, c'est une question de financiarisation de l'activité agricole, qui possède quoi, qui prête à ces grandes unités qu'on appelle maintenant les fermes-usines. Et les fermes-usines ne sont encore une fois qu'une étape, un aboutissement actuel de l'affaire de l'industrialisation, parce qu'il y en aura encore, il y aura d'autres étapes, ils ne s'arrêteront, le il étant le complexe agro-industriel, qui comprend la FNSEA, mais qui comprend les industries agricoles, les supermarchés, tout le circuit aussi de distribution et de commercialisation, et les laboratoires de biotechnologie aujourd'hui, etc. etc. Ils ne vont pas s'arrêter aux fermes-usines. Pour l'instant, en France, comme elles ne sont pas totalement généralisées, ils y vont. Et ils ont ça en ligne de mire, mais ça ne s'arrêtera pas, ça s'arrêtera pas là. Voilà. Parce que s'il fallait généraliser le débat, parce que le capitalisme est illimité.
remarque sur effectivement la puissance colossale qu'a été les États-Unis à la reconstruction de l'Europe entière et de la Russie. N'oublions pas ça. Ça crée des liens. Ça crée des liens. La financiarisation des relations entre un agriculteur, son banquier et surtout les ministères, les directives de ministères qui souvent appliquent des politiques qui sont absolument délirantes. Je ne vais pas lever un nouveau débat sur les bassines qui est une aberration fantastique, que tout le monde peut constater dans d'autres pays comme en Espagne où ils ont asséché définitivement des territoires pour des millénaires. C'est en Europe, c'est à vol d'oiseau à 1h30 ou 2 heures d'avion. On continue toujours à se battre, si vous voulez, avec le peu d'agriculteurs qui sont résilients et qui arrivent à survivre avec des associations qui militent, mais surtout, la FNSEA est un contre-pouvoir institutionnel, indéracinable, puisqu'il a ses hommes dans les ministères, dans les grandes administrations, et bien sûr dans les administrateurs de certaines grandes banques, enfin grandes, sur le plan du capital, mais bon, parlons du Crédit Agricole, qui a endetté, surendetté et continue à surendetter un certain nombre de personnes et qui finissent par malheureusement et terriblement se suicider parce qu'ils ne peuvent pas tenir le choc. Et ça, c'est un problème humain, absolument de choix de société, et nous sommes là tous pour témoigner et essayer de relayer ce que vous faites tous, mais s'il n'y a pas une prise de conscience vraiment publique, au plus large sens du mot, et des médias qui ne sont pas aux ordres, à ce moment-là, c'est pot de fer contre pot de terre, c'est-à-dire qui a du pognon et qui n'a pas de pognon. Par contre, je pense que le bon sens l'emportera par définition, parce que l'humain est quand même pas si crétin que ça pour se suicider à longueur de journée. Alors, je vais vous laisser applaudir, puis je vais vous dire comme ce que je pense un peu. Nous ne sommes pas en train de gagner. Soyons-en certains. Le premier acte de résistance consiste à être lucide. La lucidité. Nous avons participé, moi parmi d'autres, à tout un tas de mises en place d'alternatives depuis aussi longtemps que la loi d'orientation agricole existe. Le MODEF était un syndicat à l'époque de refus de l'industrialisation. Donc on sait depuis cette date-là qu'il y a une opposition. Nous avons participé, et vous aussi, de votre côté en tant que citoyen, à la mise en place d'alternatives. Comme la lumière tout à l'heure, elle s'allumait et s'éteignait, c'est ça les alternatives. Il ne faut jamais oublier qu'en alternative, c'est un coup ça marche, un coup ça ne marche pas. Et là, il faut bien constater, 50 ans après, et je vous le dis aussi sincèrement que je peux, nous n'avons pas gagné et nous sommes en train de le perdre. Et aussi longtemps que ça, 50 ans, on a créé dans les années 70 et le logo après dans les années 80 ce qu'on appelle l'agriculture biologique, qui n'était qu'une formulation de ce qui se faisait depuis 10 ou 15 siècles. Hein. Mais on l'a créé, vous en êtes sans doute des clients, j'imagine, avoir le public qui est dans cette salle, je le conçois très bien. On a, depuis ce temps-là, jamais cessé d'augmenter la consommation de pesticides. Pas un seul jour. Et donc, il faut le savoir. Alors moi, je ne suis pas venu là pour vous plomber le moral, je vais peut-être le faire, mais je ne suis pas venu là pour ça, parce qu'il faut qu'on cherche des voies pour en sortir. Notre objectif, le mien en tout cas, je pense celui de Pierre, et même, c'est de sortir des pesticides. Avec tout ce que ça veut dire, pesticides, c'est tous les dispositifs qui sont là, mis en place pour remplacer le travail vivant par du travail mort, qui sont là mis en place pour remplacer les hommes par des machines. Et il y en a. Et le confort qui est le nôtre aujourd'hui et le vôtre aujourd'hui, il vient de là. Ne l'oubliez jamais, ce sont les machines qui nous procurent notre confort. Et moi j'ajouterai, mais on en reparlera plus tard, parce que c'est pas ce moment-là, que pour se sortir des pesticides, il faudra qu'on sorte aussi de l'aide alimentaire. Et on en reparlera tout à l'heure. Et c'est peut-être là qu'il y a une manière de voir à travers l'alimentation, ce que vous souhaitez vous, construire une demande plutôt que de dire avec l'offre on va satisfaire les gens qui ont faim. Personne n'a jamais eu faim à la fin de la guerre française, c'est une blague. C'est une légende. Je ne sais pas si on est quelques-uns ici, je vois, même assez nombreux à avoir vécu dans les années 50. On était mal logés. Alors moi je me souviens très bien d'avoir été très mal logé. Mais on n'a jamais eu le ventre vide. Voilà, on n'avait pas un choix alimentaire tel qu'il existe aujourd'hui, mais on n'a jamais eu. Et sur cette légende de « il faut nourrir la France », il faut même nourrir le monde 10 ans plus tard, il faut nourrir la France, il faut créer l'abondance.
Et le meilleur moyen de créer l'abondance, c'est pas les paysans. Les paysans, ils ne créent pas l'abondance, ils créent leurs conditions d'existence et ils partagent avec les autres ce qui leur reste. Le meilleur moyen de créer l'abondance, c'est de créer l'industrie. Le but de l'industrie, c'est la création de l'abondance. Comme ça n'arrive jamais, eh bien, l'industrie, elle se sert de ses échecs pour se reproduire, en fait. Et je reprends 2 ou 3 choses sur la caractéristique que vient de dire Pierre de l'industrie, donc la mobilisation du capital nécessaire, qui n'est pas toujours dans une ferme ordinaire de paysans. Certes, tout n'était pas les plus heureux, mais on ne mobilisait pas son capital. Jusque dans les années 70, on n'empruntait pas. C'est à partir de 70-80 qu'on a commencé à emprunter, avec beaucoup de difficultés pour certains d'ailleurs, psychologiquement. C'est aussi la séparation des tâches, l'industrie. Vous n'avez pas à vous soucier, par exemple, en ce qui concerne l'agriculture, en tant que producteur, vous produisez, vous n'avez pas à vous soucier de savoir qui consomme. Vous n'avez pas à vous soucier de savoir ce que devient la terre. Pour ça, il y a des métiers qui sont créés. Ingénieur agronome, ingénieur agricole. Et de l'autre côté, on va, pour s'occuper la société va de toute façon consommer ce que vous produisez. Donc ne nous emmerdez pas avec vos réflexions sur qu'est-ce qu'il en est du désir de la population de manger ou pas des pesticides. Ça, c'est des métiers, diététiciens, sociologues, manipulateurs d'esprit, qui vont s'occuper de ça. Donc faites vos boulots. De l'autre côté, on dit aux consommateurs qui ne sont pas satisfaits de leur alimentation, les méthodes de production, c'est pas votre affaire. Et ça, on a entendu tellement souvent, et c'est vrai que c'est plus votre affaire, c'est tellement compliqué que c'est même plus les miennes. Donc c'est même plus celle des paysans, c'est même plus nos affaires. Ça, c'est une des... L'industrie, c'est ça, la séparation d'État, la division du travail. Sans division du travail, pas d'industrie. Et donc là, parmi vous, je suppose, il y en a qui ont travaillé de manière divisée, dans des usines, même dans des bureaux, le travail est divisé aujourd'hui, et il le sera de plus en plus. Cette division du travail, au passage, c'est ce qui provoque, c'est ce qui est le moteur de la lutte des classes. Sans division de travail, pas de lutte des classes. Donc le paradoxe, il est là, et il explique une partie des positions on en parlait tout à l'heure, du marxisme décent sur l'émancipation par le productivisme. Ce qu'on a retrouvé au sein j'allais dire de la JAC, oui, de la JAC, c'est ça, qui s'appelle MRJC maintenant, mais aussi au sein du réseau CIVAM, qui jusque dans les années 80 continuait à dire et à prétendre que tous ces 2 réseaux, que l'émancipation des paysans allait venir de l'emploi de la machine. Il faut voilà. Et puis, donc c'est 2 caractéristiques, séparation des tâches, division du travail, qui caractérise toute l'industrie, la manière dont vous êtes habillé, la manière dont vous vous déplacez, la manière dont nous soignons, tout ça, c'est le relève du modèle industriel de ce type-là. Je comprends bien qu'on s'adresse aux paysans plus facilement aujourd'hui qu'aux fabricants de voitures ou qu'aux fabricants de vêtements, parce que vous les avez sous la main, les quelques paysans qui restent. Et n'oublions jamais que c'est nos vies tout entières qui sont industrialisées. Voilà, c'est juste là-dessus que je... Et puis alors, de manière plus pratique, quand on caractérise les alliances entre le ministère de l'Agriculture et la FNSEA, parce que c'est comme le sujet du film, là on a fait une... Alors, militant syndical depuis les années 70-80, on a fait une erreur d'analyse qui est en partie responsable, je dis bien en partie, parce que en partie responsable de l'échec dans lequel on est aujourd'hui, c'est qu'on analysait l'alliance entre, ce qu'on appelait alliance entre le ministère de l'Agriculture, le Minagri et le FNSEA, on analysait ça comme une cogestion. Et jusqu'à il y a encore pas longtemps, on disait, nous, en fait, on veut co-gérer à la place d'eux. Parce qu'on est meilleur qu'eux, on a plein de vertus, on les a montrées, les vertus sociologiques, économiques, etc. Ça, c'est l'analyse qu'on nous a forcé à faire en écrivant dans les lois le mot cogestion. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'était mis en place, et les gens qui le mettaient en place le savaient très bien. On est aujourd'hui face à un complexe agro-industriel qui n'a rien d'une cogestion. Et quand vous utilisez le mot les lobbies agricoles, les lobbies comme ça, vous êtes en train de dresser un nuage de fumée devant ce qui existe vraiment. Il n'y a pas de lobby qui soit ce que l'on a dans l'esprit quand on parle de lobby. Il ne faut pas parler comme ça. Ce complexe agro-industriel, après, je vais m'arrêter là, mais ce complexe agro-industriel, il faut savoir que dans le même temps qu'on est en train de le créer en France, il y avait un président américain, alors j'ai peur de me tromper de nom parce que j'ai la mémoire, je pense qu'il s'appelait Roosevelt, qui laissait sa place à Kennedy,
en 60-61, et un président, c'était un républicain, donc c'était pas un mec de gauche, Eisenhower. Merci. Donc Eisenhower s'adresse, comme tous les présidents à la fin de son mandat, fait une adresse au peuple américain. Et dans cette adresse au peuple américain, on doit la trouver en ligne parce qu'il y a quelque temps que je l'ai lu, il leur dit, aux États-Unis s'est créé, à la fin de la guerre, un complexe militaro-industriel. Il décrit le complexe, la manière dont ça s'est fait, et il dit, ce complexe militaro-industriel, aujourd'hui, je viens vous le dire, vous met en danger, met la démocratie en danger. Et c'est exactement ce qui s'est produit à la même époque en France avec la création d'un complexe à voix, dont le ministère n'est que le porte-voix administratif, dont la FNSEA n'est que le porte-voix professionnel, dont les notaires, tout le monde, la presse, les banques, enfin on peut les citer tous, les écoles, de l'école agricole de base jusqu'aux instituts de recherche, la recherche, et on peut faire une liste comme ça. Ces gens-là se marient entre eux, passent de l'un à l'autre, le ministère n'a pas besoin de demander l'autorisation à la FNSEA, c'est la même chose. On a connu, entre autres, une anecdote, puis je m'arrête là, Louis de Pinsec, le grand Louis, qui n'a pas été le plus mauvais des ministres de l'Agriculture qu'on ait eu, un jour on me dit, mais tu sais, moi c'est fini, c'est mort, il est parti faire exercer son savoir d'ailleurs dans les accords de Nouméa après. Et moi, le premier coup de fil que je reçois le matin à 6h30 au ministère, c'est le directeur de la FNSEA qui me demande quel est mon emploi du temps. Voilà. Et donc, quand vous êtes ministre et que vous savez, et que vous pouvez rien faire, c'est comme ça, un point, c'est tout. Vous arrêtez, vous passez à autre chose. Je me lève comme ça, vous me voyez. Bon. Bonjour à tout le monde. Tu as répondu déjà à pas mal, parce que tu as dit plein de choses dans ta dernière intervention, mais je voudrais revenir un tout petit peu, parce que le film, très bien, il part de 73, sur l'hiver, il y en a certains dans la salle qui peuvent se rappeler, etc. Donc c'est très intéressant. Ce que je voulais... j'ai deux questions. La première, c'est... Quand j'aurai... Veux-tu le micro? La première, c'est... on a parlé simplement, tout à l'heure dans le film, c'est dit 23 millions d'hectares. Ou 28 millions d'hectares. Est-ce qu'on a un bilan de la baisse de fertilité des sols? Est-ce qu'on a un bilan de la diminution de la surface agricole? Vous vous souvenez, parce qu'on est de la même génération, moi, à la fin des années 70, on disait la France c'est 33% de la surface agricole utile européenne. Aujourd'hui, avec l'artificialisation des sols, avec toutes les formes d'aménagement, mais aussi avec la perte de fertilité. La perte de fertilité en Bretagne, notamment parce que le remembrement on avait déjà des sols pauvres, maintenant c'est des pauvres, c'est même pas des sols, c'est des supports physiques. C'est pour ça qu'on fait de l'élevage. Donc la question, parce que le bilan de l'agriculture productiviste, et donc de la politique de la FNSEA depuis sa création, est-ce qu'on peut la quantifier en baisse de fertilité du potentiel agricole français? Alors ça, c'est la première question. Deuxième question, vous en avez parlé tous, la prise de conscience. René Dumont écrit « Voyage dans les campagnes françaises, fin des années 50 ». Il écrit « Nouveau voyage dans les campagnes françaises, fin des années 70 ». À ce moment-là, il a tout compris. Il est quand même le créateur de l'agroécologie du point de vue conceptuel. Et il dit, et ce qui est assez rare chez un auteur, il dit « Tout ce que j'ai écrit il y a 20 ans est à jeter ». Donc, Voyage dans les campagnes françaises, c'était l'ode à la productivité pour faire de la quantité, ce que tu viens de dire. Et puis, à la fin des années 70, il dit on a tout faux, et il faut s'arrêter tout de suite. Donc fin des années 70, maintenant, on est pratiquement à la fin des années 20. Je veux dire par là que la prise de conscience, elle est effective à la fin des années 70, parce qu'on est même génération, donc déjà à l'époque, on a tout compris. Pourquoi ça bloque ? Sur la première question, moi je n'ai pas de réponse précise, c'est-à-dire la quantification de la baisse de fertilité, j'ai pas de chiffres, et je t'avoue que je m'enorgueillis de ne pas avoir de chiffres en tête. Parce que je pense que tu as fait une remarque sur le lobbying qui est un piège sémantique extrêmement sérieux.
la manie de la quantification pour prouver que effectivement l'agriculture productiviste industrielle menace à la fois notre alimentation, nos terres, nos modes de vie, notre dépendance au capitalisme dans toutes ces dimensions dont tu parlais tout à l'heure, Jean-Claude, ça suffit, enfin je veux dire, on le sait. Est-ce que j'ai besoin de le prouver systématiquement par des chiffres? Est-ce que j'ai besoin de contribuer constamment, et je dis ça parce que on est ensemble en termes en quelque sorte dans un mouvement contestataire du productivisme capitaliste, est-ce qu'on a besoin de faire avoir les preuves de notre sérieux par les chiffres? Je crois absolument pas à ça, et je pense que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, hein, mais on en fait beaucoup trop et on participe à cette mécanique. Voilà la réponse. Après, je n'ai pas les statistiques qui doivent exister, sans doute, je ne sais pas, très probablement. Quant à René Dumont, oui, son histoire, effectivement, c'est celle d'un productiviste de la guerre et de l'immédiate après-guerre qui participe aux grandes conférences alimentaires internationales de, je sais plus, c'est les Hot Springs, je crois, où on ébauche les éléments à la fois institutionnels et techniques de la course au productivisme agricole, de la concentration, voilà, au nom, bien sûr, de l'alimentation de tous. Et après, effectivement, il y a un basculement dans l'histoire de René Dumont au cours des années, surtout des années 60, où il s'aperçoit que les conséquences à la fois sociales et écologiques de ce modèle qu'il avait promu, enfin il a contribué à promouvoir, sont désastreuses, et on sait qu'après il devient un chantre et un père du mouvement écologiste. Voilà, donc moi il me semble en tous les cas que ce dont il faudrait plutôt qu'on parle plutôt que de ressasser systématiquement le même sentiment en quelque sorte de défaite ou de désastre, ou de la façon dont on nous domine et dont on nous restreint, ou dont on rend restreint nos vies et dont on nous rend dépendants du capital, c'est comment on fait pour se fédérer, sur quelle base d'alternatives générales et pas seulement d'alternatives au pluriel, localisées, on se fédère pour essayer de mettre en contestation véritable le système capitaliste auquel, d'une certaine façon, bon gré ou malgré nous, on appartient, ou en tous les cas qu'on subit. Et je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de cette sortie du capitalisme, et on ressasse les effets néfastes sur nos vies de cette logique du capital, que ce soit en agriculture ou ailleurs. Quand je vous disais tout à l'heure que la lucidité, quand je vous disais tout à l'heure qu'il était nécessaire d'être lucide, c'est pour dire exactement ce que vient de dire Pierre. Il est nécessaire de l'être. Mais la lucidité nous oblige. Parce que sinon, vous faites comme les paysans. Moi, je n'ai aucune raison d'être optimiste, mais strictement aucune, de la place où je suis. Pour ce qui concerne l'agriculture, et en grande partie pour ce qui concerne l'alimentation, je pense que je n'ai aucune raison d'être optimiste. Je n'ai pas les moyens d'être pessimiste. Je ne sais pas si vous avez les moyens d'être pessimiste, moi je ne l'ai pas. Donc il faut absolument dépasser ce constat de notre pessimisme de la raison et retrouver un optimisme de l'action, le faire. Je vais reprendre l'histoire de René Dumont, parce qu'elle ressemble à ce qu'était à l'histoire de la Jacques, à l'histoire du Siva, mais sans doute à d'autres mouvements agricoles.
l'ensemble de la profession agricole, à quelques exceptions près, dont on ne parle jamais, d'ailleurs je vous citais le modèle tout à l'heure, a été saisi par cette industrialisation à la fin de la guerre. Il n'y a quasiment pas de traces, à part le modèle, il n'y a quasiment pas de traces de... Disons que l'histoire n'a pas gardé de traces de gens qui se sont opposés à ça collectivement. Un peu plus au moment du remembrement. Mais pourquoi je vous dis ça? En tout temps. Oui, les paysans travailleurs, c'est déjà plus tard. Tu vois, c'est déjà le mouvement d'industrialisation était déjà lancé. Les paysans travailleurs étaient les premiers. Et en fait, ce qu'il y avait dans la société, qui est encore aujourd'hui, c'est l'assimilation de notre émancipation, ce terme qui est utilisé, par la machine. Et c'est là qu'il va falloir que, ensemble, collectivement, nous nous disons, il va falloir une désescalade technologique. Quand on dit sortir des pesticides, ça veut dire ça. Parce que si sortir des pesticides, ça veut dire acheter des machines de précision, des robots, de tout ce que vous voudrez par derrière, c'est rajouter une couche au malheur d'un paysan. C'est refaire des agriculteurs plus, des exploitants agricoles qui sont peut-être en bio, qui seront même sûrement plus facilement en bio, parce que ces machines de précision vont peut-être enfin diminuer la consommation des pesticides. Mais c'est pas ça que personnellement moi je cherche, et je ne sais pas si c'est vous. Moi on en reparlera certainement à un autre moment, mais je pense que l'industrie, sa caractéristique en termes paysans et alimentaires, ça a été la disparition d'une société. Quand tu disais acculturation, tu es en plein dans ce que nous, en tant que paysans, et je ne sais pas si vous avez vu, on voyait l'interview, le gars avec sa capuche noire, là, qui avait l'air d'un jeune habitant de quartier populaire d'ailleurs. C'est assez étrange de faire le rapprochement, parce qu'on le fera par ailleurs, qui dit c'est plus possible, ce métier-là n'est plus... on ne peut plus l'exercer. Sachez tout de même que parmi les manifestants, il y a 1 an et demi, là ça va faire 2 ans bientôt quand on arrivera en janvier, qui ont trouvé sur les 4 voies, qui étaient là aux ordres des JA et de la FNSEA, mais aussi représentants de la coordination rurale, quand vous preniez le temps d'aller discuter avec eux au pied de leur tracteur de 250 chevaux qui valent entre 250 et 300 000 euros, vous aviez des gamins, si vous preniez le temps, mais c'est vrai qu'il faut prendre ce temps-là, dépasser les 20 premières minutes, dépasser la première demi-heure, qui tout d'un coup faisait état d'un malaise par rapport à ces machines-là. La responsabilité que c'est que d'avoir 250 000 euros dans les mains, et ça prend le jus, ça prend la tête. Alors vous inquiétez pas, c'est ce que je leur ai répondu d'ailleurs à plusieurs reprises, vous inquiétez pas, il n'y aura plus besoin de chauffeurs sur les tracteurs. En 2012, Sophie, comment il s'appelle, bon, j'ai oublié son nom, voilà, une nana qui était prof, parce qu'elle n'est plus au Paris Tech, revenait des États-Unis et nous étions une bande de paysans là, en train de brasser de l'air sur ce qu'il fallait faire, et elle nous dit attendez, je vais vous dire une chose, je reviens des États-Unis, c'était la période de semis de soja, je viens de voir des tracteurs semer 30 hectares à l'heure. À l'époque, nous, 30 hectares la journée, on s'est dit d'ailleurs elle s'est trompée, on était en train de se regarder, 30 hectares la journée en France, c'était déjà sommet, et on était en 2012. Sophie, ah non, 30 hectares à l'heure. Waouh! Bon, c'est vrai que un tracteur qui se met alors peut-être sur 30 mètres de large, je n'ai même pas idée, et puis 8 km de long, donc là, tu en 1 heure, tu as peut-être semé 30 hectares. Le calcul, certains étaient en train de le faire. Comme tu dis, moi j'ai renoncé à faire ce genre de calcul. Et là, tout d'un coup, quand elle voyait, elle attendait, elle savait bien où elle voulait en venir. Elle nous a laissé mijoter quelques minutes comme ça, puis au bout d'un moment, elle a dit, je ne vous ai pas dit le tout. Sur le tracteur, il n'y avait pas de chauffeur. Et c'était la condition pour semer ces 30 hectares à l'heure. Si vous y mettiez un chauffeur, automatiquement la vitesse diminuait. Et c'est ça, là, quand on parle d'acculturation, quand on est rentré dans une société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est qu'on a fait disparaître le paysan. L'agriculteur aussi, pour finir, parce que c'est les robots aujourd'hui qui vont le remplacer. Mais la société paysanne, donc, moi je m'en remets pas, personnellement. Mais ça c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Je suis pas sûr qu'il y en a qui ne s'en remettent pas non plus dans le public. C'est juste notre problème aussi. Bah oui. Bonjour, François Michaud. Je voulais juste, si je peux me permettre, apporter un petit complément par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Concernant la question d'Ambroise, la différence entre la culture industrielle et la culture conventionnelle, pour moi, il y a le lien au sol qui intervient. C'est-à-dire que
des vaches qui ne pâturent pas, ça commence, enfin pour moi ça commence là, l'agriculture industrielle. Et pareil pour les volailles. À partir du moment où c'est du hors-sol, c'est de l'industriel. Voilà. Et autrement, pour répondre à la question de l'autre personne sur la baisse de fertilité, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en gros, alors les chiffres ne sont pas exacts, mais en 1900, on avait des taux de matière organique dans les sols qui étaient autour de 5%, et aujourd'hui, on est autour de 1,5%. Donc moi, la baisse de fertilité, je la vois par ce biais-là. Où est l'importance de la matière organique? C'est-à-dire que ça tient les éléments minéraux entre eux, c'est-à-dire que baisse de matière organique, c'est beaucoup plus de sensibilité à l'érosion, c'est beaucoup moins de retenue d'eau, et c'est, troisièmement, un travail qui est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'un sol qui n'a pas de matière organique est beaucoup plus difficile à travailler. Oui, bonjour. Moi j'ai juste une question sur, je me posais la question des acquisitions de terres, l'impact du complexe industriel, agro-industriel, sur les acquisitions, puisque pendant longtemps quand même les paysans étaient propriétaires de leurs terres ou métayers, mais là je crois avoir compris aussi que l'agroalimentaire s'installait dans le système. Voilà. Et puis il y avait peut-être éventuellement une autre question sur l'enseignement agricole. Mais bon, c'est une autre question. Il y a aussi un moyen d'approcher la perte de fertilité, c'est que je pense qu'aujourd'hui tout le monde a conscience qu'on a atteint, que les rendements par exemple en céréales et tout ça sont en train de baisser. C'est un peu comme l'âge aux États-Unis, et au lieu de continuer à progresser, l'espérance de vie est en train de baisser aussi. C'est peut-être pour des raisons identitaires. Mais le club des 100 quintaux, je sais pas, tu as peut-être connu ça, le club des 100 quintaux, ça vous dira peut-être pas grand-chose. Mais si, en Poitou ici, bien sûr, ça vous connaissez ça. C'est fini, on n'entend plus parler de ça. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui rêve à ça. J'entends quelques céréaliers dire qu'ils sont satisfaits d'avoir 80 quintaux, donc ça veut dire que souvent ils sont en dessous. Et ça signifie, alors il y a certainement au moins la fertilité des sols là-dedans, il n'y a pas que ça, mais il y a au moins la fertilité des sols qui est en train de baisser. Ouais. Sur l'élevage, moi j'ai même pas... j'ai même pas pensé à le dire, mais c'est vrai que hors sol, pour moi, c'est tout dire déjà. Quoi. On est passé effectivement dans un modèle extractiviste qui est le modèle industriel, dans sa grande splendeur, on est hors sol. Pour le coup, on est vraiment hors sol. Avec tout ce que ça induit derrière du système d'intégration des paysans qui sont devenus des opérateurs d'une chaîne industrielle de production et qui payent leurs outils en plus, qui payent les chaînes par lesquelles ils sont attachés. Alors sur la question du foncier, c'est un obstacle majeur aujourd'hui à l'installation de jeunes paysans. On voit bien qu'on passe beaucoup de temps à se battre commune par commune, quelquefois hectare par hectare, pour récupérer des hectares pour installer des jeunes. Personnellement, depuis que je suis en retraite, j'ai fait ça comme d'autres, à travers Terre de Liens ou des organisations comme ça, ou parfois même des associations locales comme les vôtres. Et ça ne fonctionne pas vraiment, quoi. Ça ne marche pas, on a beaucoup de mal, on y laisse beaucoup d'énergie, et donc je pense qu'il y a un moment où il faut qu'on construise quelque chose au-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ces combats-là, ils sont absolument indispensables, parce qu'ils nous enseignent justement des voies qui ne sont pas nécessairement efficaces. Et si on se réfère à ce que vous disiez à propos du complexe agro-industriel qui a accaparé les terres, il les a vraiment accaparées. Il a fait la promesse de vous nourrir tous. C'est cette promesse-là qui a fait qu'on lui a donné les terres. Et les lois ont été rédigées pour que les terres aillent à celui qui promettait de nourrir les Français. Et quand on constate aujourd'hui, comme on va le faire à un moment quelconque dans l'après-midi, que les Français, comme le premier chiffre que donnait tout à l'heure madame dont j'ai oublié le nom, là, que l'insatisfaction alimentaire est en train de grandir
dans la société. Là, peut-être qu'à un moment, on va se dire, mais les seuls capables de nourrir les Français comme ils le souhaitent, eh bien, c'est l'agriculture paysanne. Et on a des preuves de ça. Donc là, ce débat autour de... Là, on est autour d'un débat démocratique. Et peut-être que les terres... Enfin, c'est ce qu'on souhaite, c'est que cette promesse de vous nourrir comme vous le souhaitez nous vaudra le retour des terres. Alors, en gros, là, c'est un peu de la... si vous avez d'autres manières de le... Mais moi, je constate des échecs et je me dis, il faut qu'on trace une autre route. Et tracer cette autre route, c'est de dire, l'expression démocratique de vos désirs alimentaires fera que nous pourrons sortir des pesticides, et entre autres en récupérant la terre. Ah oui, sur l'enseignement, il y a, je ne sais plus, je relisais il n'y a pas très longtemps une étude en Bretagne qui t'explique très bien comment tout le système agricole, enfin d'enseignement agricole, est complètement colonisé par le modèle agro-productiviste, agricole productiviste, avec, alors j'ai oublié les détails, mais c'est très impressionnant comme la place du modèle agriculture paysanne créé par les agribio, la Confédération paysanne, enfin par disons, les alternatifs, a peu de place dans l'enseignement agricole, ou une place congrue qui fait qu'ensuite tu retrouves effectivement sur les barrages de 2024 des agriculteurs avec des tracteurs absolument monstrueux, aussi bien en tant que machine et en tant qu'endettement de l'agriculteur. Et ce qui m'amène à moi à une question que je me pose toujours, à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse, c'est comment ces agriculteurs du productivisme, pris dans la spirale du productivisme, continuent à s'auto-dévorer en quelque sorte, et à accepter, à consentir à cette auto-dévoration dont ils connaissent en réalité aussi toutes les conséquences sur le système, sur le milieu rural, mais c'est plus fort qu'eux, en fait. Ou en tous les cas, il y a un certain nombre de composantes qui font qu'ils continuent, pris, certes, dans la mécanique de l'endettement, dans la mécanique aussi mentale du toujours plus, etc., mais que l'on connaît dans d'autres milieux. Et ça, cette question-là, elle est absolument essentielle, parce que le pouvoir de la FNSEA, il se construit aussi sur cette base qui continue d'accepter cette logique qui les détruit et détruit une alimentation saine, qui fait fonctionner un système qui leur échappe et qui nous échappe à tous. Donc là, moi je trouve que s'il y a bien des choses peut-être plus importantes que les chiffres, c'est de comprendre comment ces gens-là acceptent cette dévoration collective dont ils sont les premières victimes. Voilà. Et comment cette question n'est pas simplement celle des agriculteurs, mais elle est celle en fait de l'ensemble de la société. Je veux dire, quand en 2024 ils sont sortis pour dire trop de taxes, trop de normes, trop de ceci, enfin il y avait toute une série de revendications. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que ces revendications et ces réalités dont il parlait étaient en fait partagées par l'ensemble de la société et des couches sociales, mais c'est resté, alors aussi de leur fait, mais c'est resté comme si c'était une lutte spécialisée agricole, alors que le catalogue des revendications ne l'était absolument pas. Il était le trop de normes, le trop de bureaucratie, le trop de taxes, etc. On le perçoit tous. Donc, là encore, pourquoi
quoi le ciment, enfin les ingrédients qui pourraient produire une certaine unité de la population, ça n'a pas l'air de faire mayonnaise. Et ça, année après année, on fait ces constats-là, et ça ne fait toujours pas mayonnaise. Il y a... Alors je vais me lancer dans une spéculation, après vous m'en voudrez pas parce qu'on a le droit de tout essayer d'expliquer. Il y a une explication, ou au moins un début d'explication, dans le livre qu'a écrit Pierre, alors, il y a bien une quinzaine d'années, mais non, peut-être 20 ans, qui s'appelle Le Sacrifice. 10 ans. 10 ans. Ah, incroyable comment le temps passe. 10 ans, Le Sacrifice qui est en vente là-bas à la librairie. Là. Moi, je suis un survivant. Vous voyez les chiffres que vous avez vus sur les flyers, je ne sais pas comment on appelle ça. Quand je me suis installé, on était 1,5 million de paysans. Aujourd'hui, vous voyez, on est même plus 400 000. Et même, je crois qu'on est loin d'être 400 000. Et en plus que d'être de moins en moins d'agriculteurs, on est quasiment plus de paysans. Donc on a été les sacrifiés d'une politique industrielle. On aurait pu, je le dis comme je le pense, on aurait pu accepter ce sacrifice dont Pierre vous montre à quel point ça a été violent. On aurait pu accepter ce sacrifice si vous nous aviez dit « qu'est-ce qu'on est bien heureux ». Or, vous êtes en train de nous dire qu'on vous a empoisonné. Ça, c'est plus jouable. Ça ne marche plus. Aujourd'hui, vous vous adressez à des paysans, enfin, des agriculteurs, voilà, parce qu'on pourrait faire la différence, enfin, c'est pas la peine, vous la ferez aussi. Vous vous adressez à un milieu agricole, si vous dites ou laissez entendre que vous êtes écologiste, on ne vous écoute plus. Je ne connais pas un milieu en France qui soit plus hostile à l'écologisme, pas à l'écologie, hein, à l'écologisme, que le milieu paysan. Et là, il y a un gros problème. Parce que je sais à peu près pourquoi, je fréquente tous les paysans de mon entourage, donc il y a loin d'être des producteurs en circuit court et bio, comme je l'étais moi, j'étais un peu spécial et perçu comme ça dans le milieu dans lequel j'étais, jamais rejeté d'ailleurs, donc je continue à fréquenter l'ensemble de la profession autant que je peux, et je peux vous dire qu'il y a des raisons très profondes. On se sent méprisé, historiquement, par une société qui nous a dit « vos pères sont totalement archaïques, ils vivent quasiment dans des sous à cochons avec des planchers de la terre battue et pas d'eau courante, les chiottes au fond de la cour, vous devez les virer, faire mieux qu'eux. » On l'a fait. On l'a fait, ce sont nos pères à nous qui l'ont fait. Et nous, on a continué, et puis on nous a dit « Ah, mais vos pères, vous vous rendez compte, ils ont empoisonné la terre, ils ont sacrifié les couches profondes du sol, l'eau est imbuvable. » Eh bien, ça passe pas. Et ça passera pas dit comme ça. Il n'y a pas un paysan en trop en France, je ne parle pas des structures syndicales, je veux dire les hommes et les femmes qui travaillent la terre. Si nous voulons avoir une alimentation et la choisir demain, il faudra qu'on soit bien plus de 400 000, et on l'est déjà beaucoup moins. Donc on peut dire aujourd'hui, et l'affirmer encore, à voix haute, il n'y a pas un paysan en trop en France, il faut leur parler, il faut qu'on se parle tous, il faut que vous leur parliez tous. Tous ont besoin que vous leur parliez, juste, il faut savoir trouver le ton pour parler à des gens qui ont été profondément, et je vous le dis, c'est un traumatisme profond dans la profession, qu'on a vu, Pierre a beaucoup écrit là-dessus, il vous le dira sans doute tout à l'heure, dont il faut tenir compte. Oui. Je vais apporter quelques nuances. En Poitou, tous les agriculteurs étaient, dans les années 50-60, pour le remembrement, pour le tracteur. En ce qui concerne ce que vous dites sur le ministère de l'Agriculture, je nuance aussi. Le ministre Méhaignerie, de droite, avait proposé un plan préparé par Jacques Pauly, directeur de l'INRA, qui, c'est la première fois qu'on publiait des statistiques sur les pesticides. La FNSEA l'a refusé. L'a boudé ce plan. Donc, un an ou deux plus tard, Édith Cresson a aussi essayé de faire bouger les choses. On a vu comment la FNSEA a réagi. Sur la FNSEA,
il faut quand même nuancer un petit peu. Parce que si vous avez lu le livre de Luneau, je pense que vous l'avez lu, le volume de 400 pages, il vous montre la machine, je dirais, à refuser toute contestation interne. Je prendrai qu'un exemple, parce que vous en avez parlé tout à l'heure des céréaliers, il n'y a pas qu'une agriculture. Moi, j'ai du mal à comparer le céréalier dont vous parliez de la Beauce avec l'éleveur du Massif central. Il y a des agricultures, donc il faut quand même le dire. Et puis je crois que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Oui, et depuis 80, on aurait pu réagir en 1980. Et c'est vrai, vous l'avez fait remarquer, rien n'a bougé. Oui, moi, je suis d'accord avec l'idée d'apporter des nuances parce que c'est comme ça que le système fonctionne. Il ne cesse de produire des discours plus ou moins, comment dire, qui tiendraient compte des difficultés des agriculteurs, de la population, enfin, bref, une sorte de soupe qu'il sert constamment, et alors avec les médias actuels en temps réel, c'est effrayant. C'est-à-dire qu'on est confronté à une soupe qui te rend, qui t'en sert, dans laquelle tu te retrouves pris, et qui te fait accepter les tendances lourdes, sous prétexte que un tel a fait un bon plan, un tel, la FNSEA ou les jeunes agriculteurs à un moment donné n'ont pas pris des positions qui étaient forcément aussi claires que ça, ou qui pouvaient être de contestation, etc. Tout ça est parfaitement réel, mais le piège, c'est que ça ne change rien à la logique d'ensemble et au progrès accéléré du système capitaliste, productiviste, encore une fois, en agriculture et ailleurs. Et ça fait des décennies que ça dure comme ça, et on pourrait même dire plus que des décennies. Mais, et à chaque fois, il y a des gogos, et nous-mêmes, on peut être gogo, chacun à son tour, à se dire oui, il y a quand même tel ou tel dispositif qui n'est pas si mal, qui nous permet d'avancer sur le plan écologique ou sur le plan de la limitation des pesticides ou sur tel ou tel aspect d'une meilleure politique. Mais en fait, ça ne modifie pas véritablement l'accélération, comme le prouvent les chiffres de disparition des paysans au profit d'une minorité d'agriculteurs, comme le prouve la disparition des sociétés paysannes au profit de catégories sociales professionnelles dites agriculteurs, et tout ça, en fait, on le fait partie de la mécanique de la domination. C'est de nous faire, à un moment donné, croire ou flatter notre crédulité que les choses pourraient être infléchies. Alors, effectivement, elles sont quelquefois infléchies ou amorties, voilà, mais ça ne change pas grand-chose au mouvement d'ensemble et à l'illimitation capitaliste que nous subissons. Or, c'est bien de ça qu'il faut discuter, c'est bien de cette emprise-là qu'il faut sortir. Et pour ça, je pense qu'il faut se déniaiser soi-même, faire très attention à la façon dont on peut être pris par, je ne sais pas, le désir de croire que les choses pourraient aller dans un meilleur sens, alors que tout prouve historiquement que c'est pas ça qui se passe. Voilà. Et
enfin, moi je crois franchement que tu ne peux pas changer le système, tu ne peux pas avoir une agriculture paysanne et une généralisation de l'agriculture paysanne ou de l'agroforesterie ou enfin peu importe les termes, mais d'un modèle, disons, d'autonomie et écologiquement responsable et socialement responsable. Tu ne peux pas avoir ça, tu ne peux pas y arriver sans véritable révolution générale. C'est pour ça que le discours, le débat ne doit jamais être spécialisé. On peut démarrer sur la question paysanne et rurale, mais il faut s'affranchir de la spécialisation, qui est d'ailleurs une mécanique de la domination, y compris chez les agriculteurs ou ailleurs, et parler de comment on change le système dans sa globalité, dans ses mécanismes institutionnels, et quelle est la société alternative et les institutions alternatives que nous voulons porter, voire porter au pouvoir, aussi bien local que national ou européen. C'est de ça, parce qu'autrement, on va continuer à subir la même logique, et il n'y aura plus 300 000 agriculteurs, il n'y en aura plus que 150 000, et puis pendant le même temps, il se sera passé à peu près la même chose sur le développement de la précarisation dans l'emploi industriel ou dans l'emploi de services, etc. Parce que c'est la même logique qui se déploie. Et on te raconte, ah bah oui, il va y avoir tel ou tel plan, ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Mais c'est pas vrai, tout ça c'est du baratin. C'est des discours uniquement lénifiants pour endormir et que les gens ne se révoltent pas. Alors qu'il faut absolument se révolter de façon générale et globale et avec le maximum de personnes qui se fédèrent. Alors le problème étant de trouver un moteur alternatif, enfin une conscience de ce que serait une société alternative et dans ses mécanismes, dans son autonomie, dans ses éléments d'institution. Bon, moi j'ai bien entendu ce que vous disiez, mais j'essaie quand même de rester un peu optimiste en me disant qu'il y a peut-être un moyen quand même de sortir. Je suis d'une génération qui n'avait pas très bien compris les problèmes d'alimentation, d'agriculture et tout ça, et on voit que ça bouge beaucoup quand même. Les gens, ils prennent conscience. Il y a des cancers un peu partout, il y a des gens qui s'inquiètent, et donc quand il y a aussi pas mal de manifestations, fin de mois, fin du monde, même combat, on s'attaque au capitalisme là. Et donc je pense que les jeunes générations, ils vont trouver la solution. Alors, il y a aussi quelque chose qui est complètement schizophrénique, c'est-à-dire qu'on regarde la télévision, on vous fait un truc de cuisine, on vous dit oh ben, je vais chercher mes légumes au petit mec du coin, je vais prendre ma viande à un machin tel endroit, alors qu'en fin de compte, on a les hôpitaux qui commencent à mettre du bio on parle de faire de bio dans les cantines, donc je me dis peut-être pourquoi ça n'avancerait pas. Il y a la sécurité sociale de l'alimentation qui est peut-être aussi un moyen de faire bouger les choses. Il faudra que vous nous expliquiez un petit peu. Par contre, quand on voit qu'ils sont en train de s'attaquer à la sécurité sociale, donc on n'est pas dans le bon sens. Mais peut-être que ça peut rebondir, on ne sait pas. Moi, je veux savoir ce que vous en pensez. Comment on peut sortir de là? Si j'ai bien compris le programme, mais c'est pas moi qui l'ai en charge, on va faire une pause. Je vais vous dire deux mots tout de même. C'est la réponse à la question que vous venez de vous poser. Je pense que c'est la deuxième partie du débat. On ramène la question alimentaire. Là, on vient de se livrer à une critique au sens noble du terme, de l'industrialisation de l'agriculture, de ses conséquences sur la paysannerie, mais aussi de ses conséquences sur l'ensemble de nos existences. Et je pense que dans le temps suivant, j'espère ne pas m'être trompé,
on va commencer à aborder la manière un peu différemment. Voilà, c'est ça. Ah, positif, c'est autre chose, mais de manière différente. C'est pas tout à fait pareil. On sait pas, on verra. Vous en jugerez. Excusez-moi, madame, je vous ai coupé la parole. Oui, bon, c'est une question qui peut paraître un peu niaise. Bon, je suis une citadine. Je découvre, en vivant en province un peu, toutes ces questions-là, un peu tard, mais bon. Moi, une question je suis d'accord, le capitalisme complexe, industriel-alimentaire, etc. Je vois beaucoup de gens, la FNSEA, je vois pas trop les autres, je les découvre ici, mais il me semble vraiment assez minoritaire. Pourquoi ? Alors, les écologistes, il faut savoir comment parler aux paysans, et puis aussi, ce que je remarque, c'est que là, tout autour, dans les campagnes, ils ne sont pas tous paysans, mais c'est le RN qui gagne. Dernière question. Dernière question. Dernière question. Peut-être qu'on va faire une pause, hein? On va faire une pause. Dernière question. Oui. Alors, cette question pourrait peut-être s'adresser à la deuxième partie du débat, mais je tiens à la poser quand même. Comment peut-on expliquer que l'on ait renoncé à la souveraineté alimentaire de la France, puisqu'on importe l'équivalent de la production de 10 millions d'hectares pour nourrir la population française, et tout simplement parce qu'on a spécialisé l'ensemble la plupart des terres pour faire des céréales, du maïs, et pour l'exportation, et faire rentrer des devises. Comment a-t-on pu en arriver là? Je ne sais pas si on a 2 minutes pour répondre à la question. Je pense qu'on arrête. Ouais, je pense qu'on arrête là. Je vois que ça commence à bouillir, y compris dans ma tête, donc j'imagine dans la vôtre. Donc on se donne une pause, je ne sais pas. Venez à mon secours, moi c'est 10 minutes. Plus que ça. Bon. Je pense qu'on va ceux qui resteront.